Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. Ainsi la curiosité le menait chez madame de Nuncingen, tandis que si cette femme l'eût dédaigné, peut-être y aurait-il été conduit par la passion. Néanmoins, il n'attendit pas le lendemain et l'heure de partir sans une sorte d'impatience. Pour un jeune homme, il existe dans sa première intrigue autant de charme peut-être qu'il ne s'en rencontre dans un premier amour. La certitude de réussir engendre 1000 félicités que les hommes n'avouent pas, et qui font tout le charme de certaines femmes. Le désir ne naît pas moins de la difficulté que de la facilité des triomphes. Toutes les passions des hommes sont bien certainement excitées ou entretenues par l'une ou l'autre de ces deux causes, qui divisent l'empire amoureux. Peut-être cette division est-elle une conséquence de la grande question des tempéraments, qui domine, quoi qu'on en dise, la société. Si les mélancoliques ont besoin du tonique des coquetteries, peut-être les gens nerveux ou sanguins décampent-ils si la résistance dure trop. En d'autres termes, l'élégie est aussi essentiellement lymphatique que le dithyrambe est bilieux. En faisant sa toilette, Eugène savoura tous ces petits bonheurs dont n'osent parler les jeunes gens de peur de se faire moquer d'eux, mais qui chatouillent l'amour-propre. Il a rangé ses cheveux en pensant que le regard d'une jolie femme se coulerait sous leurs boucles noires. Il se permit des singeries enfantines, autant qu'en aurait fait une jeune fille en s'habillant pour le bal. Il regarda complaisamment sa taille mince, en déplissant son habit. Il est certain, se dit-il, qu'on en peut trouver de plus mal tourné. Puis il descendit au moment où tous les habitués de la pension étaient à table, et reçut gaiement le hurrah de sottise que sa tenue élégante excita. Un trait des mœurs particulières aux pensions bourgeoises et l'ébahissement qui cause une toilette soignée. Personne n'y met un habit neuf, sans que chacun dise son mot, fit Bianchon en faisant claquer sa langue contre son palais comme pour exciter un cheval. Tournure de duc et père, dit madame Vauquer. Monsieur va en conquête, fit observer mademoiselle Michonneau. Coquerico, cria le peintre. Mes compliments à madame votre épouse, dit l'employé au muséum. Monsieur a une épouse, demanda Poiret. Une épouse à compartiment qui va sur l'eau, garantie bon teint, dans les prix de 25 à 40, dessin à carreaux du dernier goût, susceptible de se laver, d'un joli porté, moitié fil, moitié coton, moitié laine, guérissant le mal de dents et autres maladies approuvées par l'Académie royale de médecine, excellente d'ailleurs pour les enfants, meilleure encore contre les maux de tête, les plénitudes et autres maladies de l'œsophage, des yeux et des oreilles, cria Vautrin avec la volubilité comique et l'accentuation d'un opérateur. Mais combien cette merveille, me direz-vous, messieurs? 2 sous? Non, rien du tout. C'est un reste des fournitures faites aux grands Mongols, et que tous les souverains de l'Europe, y compris le grand-duc de Bade, ont voulu voir. Entrez droit devant vous, et passez au petit bureau. Allez, la musique. Broum, la la, train, la, boum, boum. Monsieur de la clarinette, tu joues faux, reprit-il, d'une voix enrouée. Je te donnerai sur les doigts. Mon Dieu, que cet homme-là est agréable, dit madame Vauquier à madame Couture. Je ne m'ennuierai jamais avec lui. Au milieu des rires et des plaisanteries, dont ce discours comiquement débité fut le signal, Eugène put saisir le regard furtif de mademoiselle Taillefer, qui se pencha sur madame Couture, à l'oreille de laquelle elle dit quelques mots. Voilà le cabriolet, dit Sylvie. Où dîne-t-il donc demanda Bianchon. Chez madame la baronne de Nuncingen. La fille de monsieur Goriot, répondit l'étudiant. À ce nom, les regards se portèrent sur l'ancien vermicelier, qui contemplait Eugène avec une sorte d'envie. Rastignac arriva rue Saint-Lazare dans une de ces maisons légères, à colonnes minces, à portiques mesquins, qui constituent le joli à Paris, une véritable maison de banquier, pleine de recherches coûteuses, d'estucs, des paliers d'escalier en mosaïque de marbre. Il trouva madame de Nuncingen dans un petit salon à peinture italienne, dont le décor ressemblait à celui des cafés. La baronne était triste.
Les efforts qu'elle fit pour cacher son chagrin intéressèrent d'autant plus vivement Eugène qu'il n'y avait rien de joué. Il croyait rendre une femme joyeuse par sa présence et la trouvait au désespoir. Ce désappointement piqua son amour-propre. J'ai bien peu de droit à votre confiance, madame, dit-il après avoir lutiné sur sa préoccupation. Mais si je vous gênais, je compte sur votre bonne foi. Vous me le diriez franchement. Restez, dit-elle. Je serai seule si vous vous en alliez. Nuncingen dîne en ville et je ne voudrais pas être seule. J'ai besoin de distraction. Mais qu'avez-vous? Vous seriez la dernière personne à qui je le dirais, s'écria-t-elle. Je veux le savoir, je dois alors être pour quelque chose dans ce secret. Peut-être, mais non, reprit-elle. C'est des querelles de ménage qui doivent être ensevelies au fond des cœurs. Ne vous le disais-je pas avant-hier, je ne suis point heureuse. Les chaînes d'or sont les plus pesantes. Quand une femme dit à un jeune homme qu'elle est malheureuse, si ce jeune homme est spirituel, bien mis, s'il a 1500 francs d'oisiveté dans la poche, il doit penser ce que se disait Eugène, et devint fat. Que pouvez-vous désirer? Répondit-il. Vous êtes belle, jeune, aimée, riche. Ne parlons pas de moi, dit-elle, en faisant un sinistre mouvement de tête. Nous dînerons ensemble, tête à tête. Nous irons entendre la plus délicieuse musique. Suis-je à votre goût? Reprit-elle en se levant et montrant sa robe en cachemire blanc à dessins perses de la plus riche élégance. Je voudrais que vous fussiez tout à moi, dit Eugène. Vous êtes charmante. Vous auriez une triste propriété, dit-elle, en souriant avec amertume. Rien ici ne vous annonce le malheur, et cependant, malgré ces apparences, je suis au désespoir. Mes chagrins m'ôtent le sommeil. Je deviendrai laide. Oh, cela est impossible, dit l'étudiant. Mais je suis curieux de connaître ces peines qu'un amour dévoué n'effacerait pas. Ah, si je vous les confiais, vous me fuiriez, dit-elle. Vous ne m'aimez encore que par une galanterie qui est de costume chez les hommes. Mais si vous ne m'aimiez bien, vous tomberiez dans un désespoir affreux. Vous voyez que je dois me taire. De grâce, reprit-elle, parlons d'autre chose. Venez voir mes appartements. Non, restons ici, répondit Eugène, en s'asseyant sur une causeuse devant le feu près de madame de Nuncingen, dont il prit la main avec assurance. Elle la laissa prendre, et l'appuya même sur celle du jeune homme, par un de ces mouvements de force concentrés qui trahissent de fortes émotions. Écoutez, lui dit Rastignac, si vous avez des chagrins, vous devez me les confier. Je veux vous prouver que je vous aime pour vous. Ou vous parlerez, et me direz vos peines, afin que je puisse les dissiper. Fallut-il tuer 6 hommes, ou je sortirai pour ne plus revenir. Eh bien, s'écria-t-elle, saisie par une pensée de désespoir qui la fit se frapper le front, je vais vous mettre à l'instant même à l'épreuve. Oui, se dit-elle, il n'est plus que ce moyen. Elle sonna. La voiture de monsieur est-elle attelée? Dit-elle à son valet de chambre. Oui, madame. Je la prends. Vous lui donnerez la mienne et mes chevaux. Vous ne servirez le dîner qu'à 7 heures. Allons, venez, dit-elle à Eugène, qui crut rêver en se trouvant dans le coupé de monsieur de Nuncingen à côté de cette femme. Au Palais-Royal, dit-elle au cocher, près du Théâtre-Français. En route, elle parut agitée et refusa de répondre aux 1000 interrogations d'Eugène, qui ne savait que penser de cette résistance muette, compacte, obtuse. En un moment, elle m'échappe, se disait-il. Quand la voiture s'arrêta, la baronne regarda l'étudiant d'un air qui imposa le silence à ses folles paroles, car il s'était emporté. « Vous m'aimez bien » dit-elle. « Oui, répondit-il, en cachant l'inquiétude dont il fut soudainement saisi. « Vous ne penserez rien de mal sur moi, quoi que je puisse vous demander. Non. Êtes-vous disposé à m'obéir ?»« Aveuglément. »« Avez-vous été au jeu ?» dit-elle d'une voix tremblante. Jamais. Ah, je respire. Vous aurez du bonheur. Voici ma bourse, dit-elle. Prenez donc. Il y a 100 francs. C'est tout ce que possède cette femme si heureuse. Montez dans une maison de jeu. Je ne sais où elles sont. Mais je sais qu'il y en a au Palais-Royal. Risquez les 100 francs à un jeu qu'on nomme la roulette, et perdez tout. Ou rapportez-moi 6000 francs. Je vous dirai mes chagrins à votre retour.
Je veux bien que le diable m'emporte si je comprends quelque chose à ce que je vais faire, mais je vais vous obéir, dit-il avec une joie causée par cette pensée. Elle se compromet avec moi. Elle n'aura rien à me refuser. Eugène prend la jolie bourse, court au numéro 9 après s'être fait indiquer par un marchand d'habits la plus prochaine maison de jeu. Il y monte, se laisse prendre son chapeau, mais il entre et demande où est la roulette. À l'étonnement des habitués, le garçon de salle le mène devant une longue table. Eugène, suivi de tous les spectateurs, demande sans vergogne où il faut mettre l'enjeu. Si vous placez un louis sur un seul de ces 36 numéros et qu'il sorte, vous aurez 36 louis, lui dit un vieillard respectable à cheveux blancs. Eugène jette les 100 francs sur le chiffre de son âge, 21. Un cri d'étonnement part sans qu'il ait eu le temps de se reconnaître. Il avait gagné sans le savoir. Retirez donc votre argent, lui dit le vieux monsieur. On ne gagne pas deux fois dans ce système-là. Eugène prend un râteau que lui tend le vieux monsieur. Il tire à lui les 3600 francs et, toujours sans rien savoir du jeu, les place sur la rouge. La galerie le regarde avec envie, en voyant qu'il continue à jouer. La roue tourne, il gagne encore, et le banquier lui jette encore 3600 francs. Vous avez 7200 francs à vous, lui dit à l'oreille le vieux monsieur. Si vous m'en croyez, vous vous en irez. La rouge a passé 8 fois. Si vous êtes charitable, vous reconnaîtrez ce bon avis en soulageant la misère d'un ancien préfet de Napoléon qui se trouve dans le dernier besoin. Rastignac, étourdi, se laisse prendre 10 louis par l'homme à cheveux blancs et descend avec les 7000 francs, ne comprenant encore rien au jeu, mais stupéfié de son bonheur. Ah ça, où me mènerez-vous maintenant dit-il en montrant les 7000 francs à madame de Nuncingen quand la portière fut refermée.